Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu continues toujours tes entraînements matinaux au parc? Bien sûr, je prépare un semi-marathon, donc je cours presque tous les jours, même quand il fait froid. Impressionnant. Moi, j'ai abandonné la course. Je fais désormais de longues marches méditatives, parfois accompagnées de séances de yoga en plein air. Alors, comment s'est passé ton entretien pour le poste de consultant en stratégie? C'était intense. Ils m'ont posé des questions pointues sur la gestion de crise et les indicateurs de performance. Waouh! Et dire que j'ai cru que tu te préparais pour cette conférence sur le leadership transformationnel, ou même pour la fête de départ de ton collègue. Tu sais que mon micro-ondes vient de tomber en panne? Je ne peux plus réchauffer mon déjeuner rapidement au bureau. C'est embêtant. C'est vrai qu'avec une cuisinière classique, c'est beaucoup plus long. Exactement. Et je t'assure, c'est plus compliqué que manipuler un microscope électronique, là au moins, je sais ce que je fais. J'ai découvert une pizzeria artisanale qui propose des garnitures vraiment originales. Figues rôties, fromage bleu, roquettes. Ah, c'est exactement le genre de combinaison que j'adore. Bien plus créatif que les sandwichs industriels ou les gâteaux ultra sucrés des supermarchés. Oui, et en plus, ils cuisent la pâte au feu de bois, ce qui donne un goût incomparable. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prêter attention à cette annonce importante. En raison d'une affluence exceptionnelle ce soir, nous vous informons que toutes les places pour la séance de 21 heures sont désormais entièrement réservées. Les personnes intéressées sont donc invitées à se diriger vers les guichets afin de retirer un billet pour la séance supplémentaire prévue à 23 heures. Nous précisons qu'en cas de tentative de validation tardive du billet initial, une majoration automatique tarifaire sera appliquée, doublant ainsi le coût du billet concerné. Merci pour votre compréhension et votre coopération. Votre attention s'il vous plaît. Un objet personnel a été retrouvé sur un banc du quai numéro 6. Il s'agit d'un sac à main en cuir souple de couleur brun foncé, de taille moyenne, contenant probablement des effets personnels et des documents. Nous prions toute personne susceptible de l'avoir retrouvé ou ramassé par inadvertance de bien vouloir le rapporter sans délai au comptoir numéro 10, situé dans le hall principal. Une identification sera demandée avant toute restitution. Merci pour votre honnêteté et votre vigilance.
Chers passagers du vol numéro 339 à destination de Genève, nous vous informons que, suite à une dégradation soudaine des conditions météorologiques sur la trajectoire d'atterrissage, l'arrivée de l'appareil se fera avec un léger retard de 10 minutes. De plus, afin de garantir la sécurité optimale de l'atterrissage, l'avion se posera exceptionnellement sur la piste de secours située à proximité immédiate de l'aéroport principal. Aucun changement de terminal n'est prévu pour la récupération des bagages. Nous vous remercions pour votre patience. Chers clients, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une remise exceptionnelle de 10% est appliquée aujourd'hui uniquement sur toute la gamme de colle liquide, quelle que soit la marque. Par ailleurs, nous rappelons que nos rubans adhésifs bénéficient d'une réduction permanente de 19%, valable en continu, indépendamment des campagnes promotionnelles temporaires. Cette double politique tarifaire vise à offrir à nos clients les meilleures opportunités d'achat. Nous vous remercions de votre fidélité. À l'attention des élèves de la classe de 5e et de leurs familles, nous vous prions d'informer vos parents qu'une réunion pédagogique exceptionnelle aura lieu demain à 13 heures précises. Cette session, de nature virtuelle, se déroulera via la plateforme numérique centrale de l'établissement. La présence d'au moins un représentant légal par foyer est fortement recommandée. Les modalités de connexion ont été transmises par courrier électronique sécurisé. Merci de veiller à la bonne transmission de cette information. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Bonjour madame. Ici le service central des titres de voyage du ministère de l'Intérieur. Nous vous contactons au sujet de la date limite de validité de votre passeport actuel, qui, selon nos registres, expirera dans exactement 13 jours. Nous vous rappelons que pour éviter toute interruption de vos droits de circulation internationale, vous devez impérativement initier une procédure de renouvellement ou quitter le territoire avant cette échéance. Passé ce délai, aucune demande accélérée ne pourra être traitée sans justification exceptionnelle. Pour entamer le processus, veuillez vous rendre sur notre portail officiel ou vous présenter physiquement au guichet régional. Salut, c'est Damien du service logistique. Je me permets de t'appeler parce qu'il y a une situation un peu délicate à gérer. En fait, je prévois un déménagement personnel dans les prochains jours et j'aurai absolument besoin de prendre mon congé à cette période. Mais comme tu es actuellement en vacances, je voulais savoir si ce n'est pas trop contraignant, si tu accepterais de revenir quelques jours plus tôt. Ça me permettrait de faire ma demande auprès du service RH et de libérer la période. Bien sûr, ton solde de congé serait ajusté en conséquence. Merci de me dire vite si c'est envisageable. Bonjour. Ici le secrétariat pédagogique de la Faculté des sciences appliquées. Nous vous appelons pour vous notifier que vos résultats finaux d'évaluation semestrielle sont désormais disponibles. Pour les consulter, vous êtes prié de vous présenter au bureau des examens avec votre carte étudiante et un reçu récent de régularisation financière. Sans ces éléments, l'accès à vos relevés sera temporairement suspendu, conformément à notre règlement interne. Pour toute question sur vos notes ou votre situation académique, veuillez prendre rendez-vous avec votre conseiller pédagogique.
Bonjour monsieur, ici le service clientèle de la compagnie Skylux. Nous vous informons que votre vol numéro 4473, prévu pour demain matin, a été annulé en raison d'un problème technique identifié lors de la maintenance de nuit. En compensation, nous vous proposons un remboursement équivalent à 97% du montant du billet, à condition que vous réserviez un nouveau vol auprès de notre agence dans les 48 prochaines heures. Cette procédure permet d'activer le crédit immédiatement. Si vous optez pour une autre compagnie, le remboursement intégral ne sera pas garanti. Bonjour madame. Ici le service administratif du centre hospitalier Sainte-Marguerite. Après vérification de votre dossier de sortie, nous avons constaté qu'un solde partiel de 263 € reste impayé. Conformément à nos conditions de règlement, ce montant sera débité de votre carte bancaire enregistrée dans les 24 heures si nous ne recevons pas de chèque nominatif libellé à l'ordre de notre établissement, daté et envoyé par voie postale. Pour toute contestation ou question, veuillez contacter notre service de facturation. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à la consommation de boissons naturelles comme alternative à l'eau au cours de la journée? A. Il est favorable à la consommation de boissons naturelles. B. Il est défavorable à la consommation de boissons naturelles. C. Il est favorable à la consommation de boissons naturelles sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. En tant que nutritionniste clinicien spécialisé en hydratation fonctionnelle, je tiens à souligner que les boissons naturelles, telles que les infusions sans sucres ajoutés, les jus pressés à froid ou encore les eaux végétales, peuvent effectivement contribuer à la couverture des besoins hydriques quotidiens. Toutefois, leur teneur en micronutriments, en sucre naturel et en acide organique les distingue fondamentalement de l'eau pure, tant sur le plan métabolique que digestif. Une substitution systématique me paraît discutable, notamment chez les individus souffrant de troubles rénaux ou métaboliques. Il serait plus judicieux de les considérer comme des compléments contextuels dans un cadre diététique personnalisé. Personne B. Je trouve cette mode des boissons dites naturelles exagérément idéalisée. Sous couvert d'authenticité, on oublie que nombre d'entre elles contiennent des sucres simples, des composés oxydants, voire des allergènes potentiels. L'eau demeure le seul liquide indispensable à l'organisme humain, et en détourner la consommation peut induire des déséquilibres électrolytiques subtils mais réels. À mon avis, tout ce battage médiatique autour des alternatives naturelles repose davantage sur des logiques marketing que sur des données scientifiques solides. Personne C. Il est indéniable que certaines boissons naturelles présentent des vertus intéressantes, notamment en termes d'apport en antioxydants ou en électrolytes. Cela dit, leur consommation ne peut être envisagée que dans une stratégie nutritionnelle intégrée, prenant en compte les besoins spécifiques de l'individu, son niveau d'activité physique, ainsi que ses éventuelles pathologies chroniques. Remplacer entièrement l'eau par ces boissons serait non seulement contre-productif, mais potentiellement délétère. Donc oui, sous conditions bien encadrées, elles peuvent compléter, mais en aucun cas supplanter. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'organisation de fêtes nocturnes dans les environnements familiaux? A. Il est favorable à l'organisation de fêtes nocturnes. B. Il est défavorable à l'organisation de fêtes nocturnes. C. Il est favorable à l'organisation de fêtes nocturnes sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis.
Personne A. En tant que sociologue spécialisé dans la dynamique des espaces privés, je considère que les soirées familiales nocturnes, lorsqu'elles sont bien encadrées, favorisent la cohésion intergénérationnelle et renforcent le tissu affectif. Cependant, il faut distinguer l'événement ponctuel du rituel abusif. Le bruit nocturne récurrent, les nuisances olfactives et l'occupation prolongée des parties communes peuvent altérer la qualité de vie des cohabitants. Ce type d'initiative ne saurait être généralisé sans cadre normatif clair et sans une médiation sociale en amont. Personne B. À mon sens, organiser des fêtes nocturnes dans des environnements familiaux est une aberration. Outre l'impact sur le sommeil des enfants et des personnes âgées, ces rassemblements, souvent bruyants et prolongés, créent des tensions intra- et interfamiliales. Dans un contexte où l'espace privé devient de plus en plus restreint, il est impératif de préserver des plages de repos absolues. Ces événements devraient être strictement réservés aux espaces publics ou loués à cet effet. Personne C. Je ne suis pas catégoriquement contre, mais tout dépend de la configuration du logement, du degré d'isolement acoustique et surtout du consensus familial préalable. Si toutes les parties prenantes y trouvent leur compte, et que des règles strictes sont établies en matière de volume sonore et de durée, cela peut tout à fait s'inscrire dans une dynamique conviviale. Néanmoins, en l'absence de régulation, cela vire facilement à l'anarchie domestique. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Médecine et Métabolisme, l'émission qui explore les interactions complexes entre nutrition et physiologie humaine. Aujourd'hui, nous allons analyser les résultats d'une étude endocrinologique réalisée à l'Institut de recherche biomoléculaire de Genève sur l'impact métabolique des boissons énergisantes sur la régulation hormonale. Selon les chercheurs, la consommation répétée de boissons riches en caféine, taurine et glucuronolactone induit une hyperstimulation des glandes médullosurrénales, entraînant une sécrétion accrue d'adrénaline. Cet excès d'adrénaline peut perturber la balance des hormones antagonistes telles que l'insuline et la sérotonine, en provoquant une altération transitoire de l'homéostasie glycémique et neuroendocrinienne. L'étude rapporte aussi une diminution du taux de mélatonine, ce qui affecte les cycles circadiens, et une modulation négative de l'activité du cortisol chez certains individus à terrain anxieux. Les effets semblent amplifiés lorsqu'une consommation chronique est combinée à une activité physique intense ou à un déficit de sommeil. En revanche, chez les sujets ayant une forte tolérance métabolique, les fluctuations hormonales demeurent dans une fourchette psychologiquement réversible. Les chercheurs recommandent donc une régulation stricte de la consommation, notamment chez les adolescents, les sportifs et les patients souffrant de dysrégulation hormonale. Bienvenue dans Agro-Innovation, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'agriculture raisonnée et aux techniques agronomiques émergentes. Le sujet du jour porte sur une analyse comparative des principales stratégies de fertilisation végétale, organique, minérale et intégrée. D'après une méta-analyse conduite par le Centre international de phytotechnologie durable, les méthodes organiques à base de compost enrichi et de biofertilisants améliorent la structure du sol, favorisent l'activité enzymatique racinaire et accroissent la biomasse foliaire à long terme, notamment via une stimulation progressive du microbiote édaphique. À l'inverse, les engrais minéraux à diffusion rapide offrent des résultats de croissance plus immédiats, mais sont associés à un épuisement progressif des nutriments, un risque accru de salinisation et une baisse de biodiversité microbienne. La fertilisation intégrée combinant apports organiques et minéraux en synergie semble présenter un compromis optimal en rendement et durabilité, surtout pour les cultures sensibles aux variations hydriques et aux pathogènes racinaires. Toutefois, les effets varient fortement selon la texture du sol, le pH, le type de culture et les pratiques de rotation. Des essais menés sur le blé dur et les légumineuses montrent que le dosage inadapté d'un engrais, quel que soit son type,
peut entraîner un déséquilibre ionique inhibiteur. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux deux questions. Professeur Allard, plusieurs études suggèrent un lien entre le développement du transport en commun et la diminution des émissions polluantes en milieu urbain. Quels sont les mécanismes principaux derrière cette corrélation? En effet, cette relation est bien documentée. Le développement du transport public permet une réduction significative du nombre de véhicules individuels circulant en centre-ville, ce qui entraîne une baisse directe des émissions de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote et de particules fines. Mais au-delà de la simple substitution, les réseaux de transport bien conçus favorisent également une densification urbaine, réduisant les besoins en déplacement longue distance. On observe aussi un effet indirect via la modification des comportements. Lorsqu'un système est fiable, ponctuel et bien intégré, il incite les citoyens à adopter une mobilité durable, ce qui entraîne un effet domino bénéfique sur la qualité de l'air. Et quelles politiques ou innovations concrètes ont montré les meilleurs résultats dans ce domaine jusqu'à présent? Les villes les plus efficaces combinent plusieurs leviers. Gratuité partielle des transports en période de pic de pollution, électrification progressive des flottes de bus, intégration tarifaire intermodale et développement de corridors verts pour le vélo et la marche. À cela s'ajoute l'exploitation de données massives pour optimiser les horaires et itinéraires. Montréal, par exemple, a réduit les émissions de GES liées au transport de 12% en moins d'une décennie grâce à un plan d'action coordonné mêlant technologie, urbanisme et incitative économique. Ingénieur maçon, dans les grandes agglomérations, les ponts et gratte-ciels sont soumis à d'importantes contraintes mécaniques. En quoi les nouvelles méthodes de soudage améliorent-elles leur résistance structurelle? Les méthodes modernes, telles que le soudage par friction malaxage, FSW, ou le soudage au laser à haute densité énergétique, permettent une meilleure homogénéité des joints soudés, réduisant ainsi les zones de faiblesse structurelle. Ces techniques minimisent les défauts métallurgiques comme la porosité ou les fissures intergranulaires. De plus, elles permettent un meilleur contrôle thermique, ce qui diminue la déformation résiduelle des structures. L'amélioration de la continuité du matériau au niveau des jonctions est cruciale pour absorber les contraintes de traction et de torsion dans des environnements urbains où les vibrations et les variations de charge sont constantes. Ces améliorations ont-elles déjà eu un impact concret sur la sécurité ou la longévité des ouvrages urbains? Absolument. Prenons l'exemple du pont Samuel de Champlain à Montréal. Les méthodes de soudage robotisé y ont été utilisées pour garantir une tolérance minimale aux microfissures. Résultat, une durabilité accrue et une maintenance réduite. Ces innovations permettent aussi une meilleure adaptation aux séismes modérés et à l'expansion thermique, ce qui prolonge la vie des structures tout en améliorant leur fiabilité, particulièrement dans des contextes de changement climatique. Madame Leroux, après une réparation technique, l'assemblage d'un équipement électrique demande précision et rigueur. Quelles sont les étapes incontournables de ce processus?
La première étape est l'inspection complète des composants remplacés ou réparés, incluant des tests de continuité et d'isolement électrique. Ensuite vient le nettoyage des interfaces de contact pour éviter toute contamination conductrice. Le remontage mécanique suit des séquences normalisées selon le type appareil, par exemple, le respect des couples de serrage ou la polarisation correcte des connecteurs. Enfin, une phase de calibration logicielle est souvent requise, surtout pour les équipements numériques embarqués, afin de réinitialiser les paramètres de fonctionnement interne. Y a-t-il des innovations récentes qui facilitent ou sécurisent ce processus? Oui, plusieurs outils numériques permettent désormais d'assister les techniciens. Par exemple, les systèmes de réalité augmentée fournissent un guidage pas à sans drave pas en superposant les instructions sur l'équipement réel. De plus, l'utilisation de capteurs intelligents pendant le remontage permet de détecter toute anomalie de couple ou de position. L'intégration des procédures dans des bases de données centralisées assure aussi une traçabilité complète et réduit considérablement les erreurs humaines. Docteur Besson, de nombreuses personnes souhaitent passer d'une pratique amateur du sport à une activité plus sérieuse. Quelles sont les premières étapes recommandées? Il est essentiel de débuter par un bilan de santé complet, incluant un test d'effort et une évaluation biomécanique, afin d'identifier les risques potentiels. Ensuite, l'élaboration d'un programme d'entraînement progressif, encadré par un professionnel certifié, est indispensable. Ce programme doit prendre en compte la fréquence, l'intensité, la durée et la récupération, le modèle FITT. Enfin, la nutrition joue un rôle fondamental dès les premiers mois, car les besoins énergétiques changent radicalement avec l'augmentation de la charge physique. Et sur le plan psychologique, quelles sont les erreurs fréquentes chez les nouveaux sportifs? Beaucoup surestiment leur capacité d'adaptation. La surcharge rapide mène souvent à des blessures ou à une démotivation chronique. Il faut intégrer des techniques de gestion du stress, comme la cohérence cardiaque ou la visualisation mentale. L'encadrement par un préparateur mental permet aussi de fixer des objectifs réalistes à court et moyen terme, ce qui est crucial pour éviter les phases de découragement. Le soutien social, notamment en club, est également déterminant pour maintenir la régularité. Documents divers. Selon les économistes spécialisés en développement durable, les industries touristiques jouent un rôle multidimensionnel dans la croissance du produit intérieur brut, PIB, national, en particulier dans les pays en voie de développement. Non seulement elles créent de l'emploi dans les secteurs de l'hôtellerie, du transport, de la restauration et des services de loisirs, mais elles génèrent également des recettes fiscales importantes par le biais des taxes touristiques, tout en favorisant les investissements étrangers. Toutefois, une dépendance excessive au tourisme peut rendre l'économie vulnérable aux fluctuations saisonnières, aux crises sanitaires globales et aux instabilités géopolitiques. Une planification stratégique intégrant la diversification des offres touristiques, la durabilité environnementale et l'infrastructure de soutien peut maximiser l'impact du tourisme sur le PIB tout en atténuant les risques structurels. Les troubles psychiques collectifs, tels que l'anxiété généralisée, la dépression chronique ou les troubles de stress post-traumatique, ont des répercussions significatives sur les indices de bonheur au sein d'une société. Selon les recherches en psychiatrie sociale, un taux élevé de pathologies mentales non prises en charge conduit à une baisse de la cohésion communautaire, à une augmentation des comportements antisociaux et à une perception pessimiste de l'avenir.
En revanche, une politique publique efficace en matière de santé mentale, comprenant un accès élargi à la psychothérapie, une prévention ciblée et la déstigmatisation des soins psychiques, peut améliorer sensiblement le niveau de bien-être collectif. L'épanouissement individuel est donc étroitement lié à la santé mentale globale de la population. Dans le domaine du droit pénal comparé, les crimes involontaires ou délits non intentionnels se déclinent de manière très hétérogène à travers les pays. Certains systèmes juridiques adoptent une approche punitive stricte fondée sur les conséquences de l'acte, tandis que d'autres privilégient l'intention sous-jacente et optent pour des peines éducatives ou réparatrices. Par exemple, les homicides involontaires liés à la conduite imprudente peuvent être punis de plusieurs années de prison dans certains pays, alors que d'autres imposent des sanctions pécuniaires et des travaux d'intérêt général. Cette diversité traduit les valeurs culturelles relatives à la responsabilité individuelle, la réhabilitation sociale et la dissuasion pénale. En design d'intérieur contemporain, le choix du type de siège influence non seulement l'esthétique d'un espace, mais aussi son ergonomie et sa fonctionnalité. Les fauteuils inclinables offrent un confort optimal pour les zones de détente, tandis que les chaises minimalistes conviennent aux espaces réduits où la circulation prime. Les canapés modulables permettent une reconfiguration rapide de la pièce selon les besoins familiaux, alors que les poufs multifonctionnels servent à la fois de rangement et d'assise d'appoint. La texture, la hauteur de l'assise, le support lombaire intégré et l'harmonisation chromatique avec l'environnement jouent également un rôle central dans la sélection d'un siège adapté au mode de vie et à la composition du foyer. Les politiques économiques gouvernementales, en particulier celles liées à la fiscalité, aux subventions et à l'émission monétaire, influencent directement la masse monétaire en circulation. Lorsque l'État injecte des liquidités via des aides sociales, des baisses d'impôts ou des dépenses publiques massives, le pouvoir d'achat des ménages augmente à court terme. Toutefois, une politique expansionniste mal calibrée peut engendrer une inflation incontrôlée, réduisant in fine la valeur réelle de la monnaie. À l'inverse, des politiques restrictives, telles que l'augmentation des taux d'intérêt ou la réduction budgétaire, tendent à freiner la consommation et à concentrer la richesse. L'équilibre entre stimulation de la demande et stabilité monétaire constitue donc un défi majeur pour les gouvernements. Le développement de l'intelligence artificielle, IA, transforme profondément les dynamiques du marché du travail. Si certains secteurs bénéficient de gains de productivité considérables, notamment grâce à l'automatisation des tâches répétitives ou à la prédiction avancée des données, d'autres font face à un risque accru de disparition d'emplois peu qualifiés. Selon plusieurs études économiques, cette transition nécessite une adaptation structurelle impliquant la requalification professionnelle, l'éducation numérique et la protection sociale. De plus, les emplois nécessitant de la créativité, de l'intelligence émotionnelle ou un haut degré de complexité cognitive semblent moins menacés par la montée de l'IA. Dans de nombreuses régions en développement, l'urbanisation rapide conduit à une expansion désordonnée des villes, souvent au détriment des espaces verts, des écosystèmes locaux et de la qualité de l'air. Ce phénomène pose des défis majeurs aux politiques publiques en matière de durabilité, de logement, de mobilité et de gestion des ressources naturelles.
L'écologie urbaine vise à réconcilier croissance démographique et respect de l'environnement par l'adoption de solutions telles que l'agriculture verticale, les infrastructures vertes, la mobilité douce et la réhabilitation des friches industrielles. Une planification urbaine intégrée s'impose donc comme un levier stratégique pour limiter les effets néfastes de l'urbanisation incontrôlée. La transition alimentaire observée dans les sociétés industrialisées se caractérise par une consommation excessive de produits ultra-transformés, riches en sucre, en graisses saturées et en additifs. Ce changement de régime est fortement corrélé à l'augmentation des pathologies métaboliques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou l'obésité. Les experts en santé publique recommandent des politiques de prévention intégrées, étiquetage nutritionnel simplifié, restrictions publicitaires ciblant les enfants et subventions pour les aliments frais. Toutefois, ces mesures se heurtent souvent à la résistance des industries agroalimentaires et à des habitudes culturelles bien ancrées. La recherche biomédicale soulève des questions éthiques complexes, notamment en ce qui concerne le consentement éclairé, l'expérimentation sur les êtres vivants et la gestion des données sensibles. Les chercheurs sont tenus de respecter des protocoles stricts encadrés par des comités d'éthique indépendants, dont le rôle est d'évaluer le rapport bénéfice-risque des études envisagées. Toutefois, dans un contexte de compétition scientifique intense et de pression économique, certaines dérives peuvent survenir, comme la manipulation de résultats ou le non-respect de la confidentialité. Une vigilance constante et une formation continue en éthique s'avèrent donc indispensables pour garantir l'intégrité scientifique. Les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, représentent une innovation majeure dans le domaine des échanges économiques numériques. Leur fonctionnement décentralisé, basé sur la technologie blockchain, remet en question les mécanismes traditionnels de contrôle monétaire. Si elles offrent des avantages en matière de rapidité, de transparence et d'accès aux marchés internationaux, elles soulèvent également des inquiétudes concernant le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la volatilité extrême des valeurs. De nombreux États cherchent actuellement à établir un cadre réglementaire pour encadrer leur usage sans freiner l'innovation.